Tu savais quelque chose il y a 3 secondes, quelque chose d'important. Tu le sentais dans tout ton corps, c'était clair, c'était évident. Et puis tu as ouvert les yeux, et c'est parti, comme de l'eau entre tes doigts. Tu essaies de t'accrocher, tu fermes les yeux très fort, tu te concentres, et plus tu te concentres, plus ça s'efface. Il reste une couleur peut-être, un visage, une émotion, sans nom, qui flotte quelque part entre ta poitrine et ta gorge. Mais le reste est parti. Ça t'est arrivé combien de fois? Pas une ou deux, des centaines, des milliers. Chaque matin de ta vie, tu te réveilles en ayant oublié quelque chose. Et tu ne sais même pas quoi. Tu passes ta journée sans y penser. Tu vis, tu travailles, tu parles, tu manges. Et cette nuit, tu retourneras exactement au même endroit. Et demain matin, tu oublieras à nouveau. Mais qu'est-ce que tu oublies exactement? La science te dira que tu oublies des décharges neuronales aléatoires, que ton cerveau fait le ménage, trie les souvenirs de la journée, consolide la mémoire, et que les rêves ne sont que le bruit de fond de cette machine biologique qui se réorganise pendant que tu dors. Du bruit, de l'électricité, rien de plus. Et pendant longtemps, j'ai accepté cette explication. Elle est propre, elle est rassurante, elle rentre dans une case. Le cerveau travaille, les rêves sont un effet secondaire, dors tranquille. Mais il y a un problème avec cette explication, un problème que personne ne veut regarder en face. Si les rêves ne sont que du bruit aléatoire, pourquoi est-ce que toutes les civilisations humaines, sans exception, sur tous les continents, à toutes les époques, ont considéré que le rêve était un passage? Pas une illusion, un passage. Les Égyptiens, les Grecs, les aborigènes d'Australie, les chamans d'Amazonie, les moines tibétains, les mystiques soufis, les kabbalistes, les prophètes hébreux, les guérisseurs amérindiens, tous, sans se connaître, sans se parler, séparés par des océans et des millénaires, ont dit exactement la même chose. Quand tu dors, tu vas quelque part. Et ce quelque part est plus réel que ce que tu appelles la réalité. Je ne vais pas te demander de croire quoi que ce soit ce soir. Je ne suis pas là pour ça. Ce que je vais te proposer, c'est de suspendre, juste le temps de cette vidéo, l'idée que tu sais déjà ce que sont les rêves, de mettre de côté l'explication rassurante et d'explorer avec moi quelque chose de plus ancien, de plus profond et de beaucoup plus dérangeant. Parce que ce que ces traditions disent, et ce que certains esprits parmi les plus brillants du XXe siècle ont confirmé par d'autres chemins, c'est que chaque nuit, tu accèdes à un espace immense, un espace qui contient bien plus que tes souvenirs de la journée, et que l'oubli du matin n'est pas un défaut de ta mémoire. C'est un voile qui se referme à chaque réveil, et qui peut-être est là pour te protéger. Et peut-être que tu te dis, mais pourquoi on en parle maintenant? Pourquoi ça me concerne? Parce que tu dors chaque nuit, parce que tu rêves chaque nuit, que tu t'en souviennes ou non, parce que tu passes entre 20 et 25 ans de ta vie dans un état dont tu ne sais presque rien. 25 ans. Si quelqu'un te disait que tu passes 25 ans dans un pays étranger, sans jamais en apprendre la langue, sans jamais regarder autour de toi, sans jamais essayer de comprendre où tu es, tu trouverais ça absurde. Et pourtant, c'est exactement ce que tu fais, chaque nuit, depuis toujours. Commençons par celui qui a ouvert la première brèche dans le mur de la rationalité occidentale. Carl Gustav Jung n'était pas un mystique, c'était un médecin, un psychiatre suisse formé à la rigueur scientifique, diplômé de l'université de Bâle, qui a travaillé pendant des années dans un hôpital psychiatrique à analyser des patients, à observer des symptômes, à classer des pathologies. Quand il a commencé à s'intéresser aux rêves, ce n'était pas par fascination ésotérique, c'était parce que ses patients lui racontaient des choses dans leurs rêves qui n'avaient aucun sens selon la psychologie de l'époque.
Je vais te donner un exemple concret qui a changé la trajectoire de sa pensée. Un de ses patients, un homme sans éducation particulière, interné pour troubles psychotiques, lui décrit un rêve dans lequel il voit un tube suspendu au soleil, et quand le tube bouge, le vent se lève. Jung note le rêve sans trop savoir quoi en faire. Des années plus tard, en étudiant un texte liturgique grec du culte de Mitra, un document qui n'avait été publié que récemment et que ce patient n'avait absolument aucun moyen d'avoir lu, Jung tombe sur un passage qui décrit exactement la même image. Un tube suspendu au soleil, source du vent. Comment un homme enfermé dans un hôpital psychiatrique, sans accès à des textes anciens, pouvait-il rêver d'un symbole identique à celui d'un rituel millénaire qu'il ne connaissait pas? Freud aurait dit « c'est une coïncidence » ou « c'est un symbole sexuel déguisé ». Jung a dit autre chose. Il a dit « il existe une couche de l'esprit humain qui n'appartient pas à l'individu. Une couche collective, partagée par toute l'humanité, qui contient des images, des symboles, des récits, ce qu'il a appelé les archétypes. Et le rêve est la porte d'entrée vers cette couche. » Écoute bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que quand tu rêves, tu ne plonges pas seulement dans tes mémoires. Tu plonges dans une mémoire qui te dépasse, qui était là avant ta naissance et qui sera là après ta mort. Une mémoire de l'espèce. Un réservoir d'images communes à tous les êtres humains, où vivent le sage, l'ombre, l'enfant divin, la grande-mère, le trickster, le héros. Des figures que tu n'as jamais étudiées, mais que tu reconnais instantanément quand elles apparaissent dans tes rêves. Et toi, quand tu te réveilles le matin et que tu dis « j'ai fait un rêve bizarre », tu viens peut-être de traverser quelque chose qui a 40 000 ans. Pense à tes rêves les plus marquants. Pas les rêves du quotidien, ceux que tu oublies en te brossant les dents. Les autres, les grands, ceux qui t'ont laissé une marque. Est-ce qu'ils ressemblaient à du bruit neuronal? Est-ce qu'ils avaient cette qualité de hasard, de chaos, de non-sens que la science leur attribue? Ou est-ce qu'ils avaient, sois honnête, quelque chose de structuré? Quelque chose qui ressemblait à un récit, à un enseignement, à un avertissement? Quelque chose qui avait une intelligence propre, une intention, un but? Parce que c'est ça la question que personne ne pose. On demande « que signifie ce rêve ?» mais on ne demande jamais « qui l'a composé ?» Qui est le metteur en scène de tes rêves? Qui choisit les images? Qui construit le scénario? Qui décide de te faire ressentir la terreur ou l'extase? Ce n'est pas toi, pas le toi conscient en tout cas. Tu ne décides pas de rêver de cette maison que tu n'as jamais vue. Alors qui décide? Jung est allé plus loin, beaucoup plus loin que ce que les manuels de psychologie veulent bien te raconter. Dans son livre rouge, un manuscrit qu'il a écrit entre 1913 et 1930, qu'il n'a jamais voulu publier de son vivant et qui n'est sorti qu'en 2009, près de 50 ans après sa mort, Jung décrit ses propres plongées dans ce qu'il appelle l'imagination active. Ce n'étaient pas des rêves ordinaires, c'étaient des descentes volontaires, éveillées dans les profondeurs de son propre inconscient. Et ce qu'il y a trouvé l'a terrifié et transformé. Il a rencontré des personnages autonomes, des figures qui lui parlaient, qui avaient leurs propres opinions, qui le contredisaient. Philémon, un vieil homme ailé aux cornes de taureau, est devenu son guide intérieur. Et Jung a écrit que les conversations qu'il a eues avec Philémon lui ont appris des choses qu'il ne savait pas consciemment, des choses qu'il n'avait pas pensées, des idées qui venaient d'ailleurs. Tu comprends ce que ça implique? Le père de la psychologie analytique, un homme de science, un homme de raison, te dit qu'il a rencontré, dans les profondeurs de son esprit, des entités qui savaient des choses que lui ne savait pas. Et il ne parle pas de métaphore. Il parle d'expérience directe. Et toi, cette figure qui revient dans tes rêves depuis des mois,
ce visage que tu ne reconnais pas mais qui te semble familier, cette voix qui te dit quelque chose que tu ne veux pas entendre? Tu crois vraiment que c'est juste ton cerveau qui fait le ménage? Je veux te raconter une chose que Jung a écrite vers la fin de sa vie, dans Ma vie, souvenirs, rêves, pensées. Il raconte un rêve qu'il a fait peu de temps après la mort de sa femme Emma. Dans ce rêve, Emma apparaît devant lui, mais pas comme il l'avait connue. Elle est plus jeune, plus lumineuse, et elle travaille sur un portrait de lui, mais pas de lui tel qu'il est, un portrait de lui tel qu'il sera, comme si elle voyait quelque chose qu'il ne pouvait pas encore voir. Et Jung écrit que ce rêve l'a bouleversé plus profondément que des années d'analyse. Parce que dans ce rêve, il n'avait pas l'impression de se souvenir d'Emma. Il avait l'impression de la retrouver. Le père fondateur de la psychologie analytique te dit, en fin de vie, que ses rêves les plus importants n'étaient pas des symboles à décoder. C'étaient des rencontres. Maintenant, allons ailleurs, plus loin dans l'étrange. Edgar Cayce est né en 1877 dans le Kentucky rural aux États-Unis. C'était un homme simple, profondément religieux, sans formation médicale ni scientifique. Et pourtant, pendant 43 ans, cet homme a fait quelque chose que personne n'a jamais pu expliquer de manière satisfaisante. Il s'allongeait sur un divan. Il fermait les yeux. Il entrait dans un état de transe, un sommeil profond, auto-induit. Et dans cet état, il répondait à des questions sur la santé de personnes qu'il n'avait jamais rencontrées, qui vivaient parfois à des centaines de kilomètres. Il décrivait leurs symptômes, identifiait des maladies que les médecins n'avaient pas détectées et proposait des traitements, souvent avec une précision stupéfiante. Plus de 14 000 lectures ont été documentées, transcrites et archivées. Elles sont encore consultables aujourd'hui à Virginia Beach, en Virginie. Mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas les lectures médicales. C'est ce que Cayce disait sur les rêves. Cayce affirmait que pendant le sommeil, l'esprit humain accède à ce qu'il appelait les archives akashiques, un terme emprunté au sanskrit, akasha, qui signifie éther, espace primordial. Selon cette vision, il existe un champ de mémoire universel qui contient l'intégralité des expériences de chaque âme qui a jamais existé. Pas seulement tes souvenirs à toi, tous les souvenirs, de tous les êtres, de tous les temps. Dit comme ça, je sais que ça peut sembler fou, et c'est normal. Si quelqu'un te le disait dans la rue, tu changerais de trottoir. Ton esprit rationnel se cabre, il cherche les failles, il veut une explication matérialiste, et c'est sain. Le doute est sain. Ce qui n'est pas sain, c'est de douter sans avoir d'abord vraiment regardé. Et la plupart des gens qui rejettent ce genre d'idées ne les ont jamais explorées. Ils ont rejeté le titre, pas le contenu. Alors, reste avec moi 1 minute. Parce que ce que Cayce décrit sous le nom d'archives akashiques ressemble de manière troublante à ce que Jung appelle l'inconscient collectif. 2 hommes, 2 continents, 2 approches radicalement différentes, un psychiatre suisse et un voyant américain, qui pointent vers la même chose. Un espace de mémoire qui transcende l'individu, accessible dans des états de conscience modifiés, et dont le rêve est la porte la plus naturelle. Cayce disait quelque chose de très spécifique sur les rêves. Il disait que chaque rêve sans exception, contient un message. Pas un message codé par ton subconscient au sens freudien. Un message de l'âme à elle-même. Une communication entre la partie de toi qui sait et la partie de toi qui a oublié qu'elle sait. Et l'oubli du matin, cette frustration que tu connais, cette sensation que quelque chose d'important vient de te glisser entre les doigts, Cayce l'expliquait ainsi, tu oublies parce que tu n'es pas prêt. L'oubli n'est pas un accident, c'est un mécanisme de protection. Si tu te souvenais de tout ce que tu traverses la nuit, de tout ce que tu vois, de tout ce que tu sais dans cet état, tu ne pourrais pas fonctionner dans le monde diurne.
Le voile est là pour te permettre de vivre ta vie humaine sans être submergé par l'immensité de ce que tu es réellement. Et toi? Quand tu te réveilles avec cette émotion sans nom, ce poids dans la poitrine ou cette joie inexplicable qui ne correspond à rien de ta journée d'hier, tu crois vraiment que c'est rien? Si tu es encore là, c'est que quelque chose résonne. Si c'est le cas, un abonnement ou un partage, ça m'aide à continuer ce travail. Merci. On continue. Je veux maintenant t'emmener là où les choses deviennent vraiment vertigineuses. Chez les peuples qui n'ont jamais séparé le rêve de la réalité, parce que pour eux, cette séparation n'existe tout simplement pas. Les aborigènes d'Australie sont le peuple avec la plus longue continuité culturelle connue sur Terre. 65 000 ans. 65 000 ans de culture ininterrompue, de récits transmis de génération en génération, de lois, de chants, de cérémonies, et au cœur de tout ça, un concept si puissant qu'aucun mot occidental ne peut le traduire correctement. Ils l'appellent le temps du rêve, en anglais « dream time ». Mais ce n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas le temps des rêves, comme on dirait le temps des cerises. C'est le temps fondateur, le temps où les ancêtres spirituels ont chanté le monde à l'existence. Et ce temps, attention, c'est là que ça bascule. Ce temps n'est pas dans le passé, il est maintenant, il est toujours. Le temps du rêve est le tissu même de la réalité, la matrice sous-jacente à tout ce qui existe, et il est accessible, tu devines comment, par le rêve. Quand un aborigène rêve, il ne fait pas un rêve. Il entre dans le temps du rêve, il retourne à la source, il marche avec les ancêtres, il voit les lignes de chant qui dessinent le paysage, il accède à une connaissance qui n'est pas dans les livres parce qu'elle est dans la terre, dans les étoiles, dans le vent. Et quand il se réveille, il ne dit pas « j'ai fait un rêve bizarre ». Il dit « j'ai reçu quelque chose ». 65 000 ans de culture construite sur cette prémisse. 65 000 ans pendant lesquels des millions d'êtres humains ont vécu leur vie en considérant que le monde du rêve est le monde réel et que ce que nous appelons la réalité n'en est que la surface visible, le reflet, l'ombre sur le mur de la caverne. Et nous, avec nos 300 ans de rationalisme, on les regarde avec condescendance. On dit « c'est des mythes, c'est des croyances primitives ». On a remplacé le temps du rêve par le sommeil paradoxal et les ondes θ. On a traduit le mystère en électroencéphalogramme et on se croit plus avancé. Mais est-ce qu'on dort mieux? Est-ce qu'on rêve mieux? Est-ce qu'on se connaît mieux? Ce n'est pas seulement les aborigènes, ce sont les chamans de Sibérie, qui depuis des millénaires considèrent que le chaman est avant tout un voyageur de la nuit. Quelqu'un dont l'âme quitte le corps pendant le sommeil pour naviguer dans d'autres plans de réalité, négocier avec les esprits, rapporter des informations de guérison pour la communauté. Le rituel chamanique, au fond, n'est qu'un rêve amplifié, un rêve pratiqué avec intention et discipline. Et le futur chaman est souvent appelé par ses rêves, des rêves de mort, de démembrement, de renaissance, que la tribu reconnaît comme les signes d'un don qui s'éveille. Ce sont les traditions des peuples sénois de Malaisie, étudiées par l'anthropologue Kilton Stewart dans les années 1930, qui commencent chaque matin par un cercle familial où chacun raconte ses rêves de la nuit, y compris les enfants. Les rêves ne sont pas traités comme des curiosités personnelles. Ils sont discutés, analysés collectivement, et les décisions du clan en sont parfois influencées. Le rêve est une affaire communautaire, pas une affaire privée. On n'a pas honte de ses rêves. On les partage comme on partage un repas. Ce sont les moines tibétains qui pratiquent le yoga du rêve, une discipline vieille de plus de 1000 ans, décrite dans les 6 yogas de Naropa, qui consiste à devenir conscient à l'intérieur du rêve, non pas pour s'amuser ou contrôler le scénario,
mais pour reconnaître la nature illusoire de toute expérience, y compris l'expérience de veille. Tu comprends ce que ça veut dire? Les Tibétains ne pratiquent pas le rêve lucide pour voler comme Superman dans leur sommeil. Ils pratiquent le rêve lucide pour comprendre que le monde de veille et le monde du rêve ont exactement la même nature. Que les deux sont des constructions de l'esprit. Que tu es en train de rêver en ce moment même, pendant que tu écoutes ma voix, et que la seule différence entre ce rêve-ci et celui de cette nuit, c'est que celui-ci est plus stable, plus cohérent, plus consensuel. Le grand maître tibétain Tenzin Wangyal Rinpoché écrit dans les yogas tibétains du rêve et du sommeil: « Si tu ne peux pas maintenir la conscience pendant le sommeil, si tu te perds chaque nuit dans l'obscurité, à quoi bon parler d'éveil ?» C'est un défi, pas une consolation. Tu veux parler de conscience? Tu veux parler d'éveil, de présence, de pleine lucidité? Très bien. Montre-moi ce qui se passe quand tu fermes les yeux. Montre-moi ta conscience quand personne ne regarde, quand toi tu ne regardes même plus. Parce que c'est là, dans le noir du sommeil, que ta vraie relation avec la conscience se révèle. Et la plupart d'entre nous, moi le premier, je ne vais pas te mentir, on passe un tiers de notre vie dans un état d'inconscience totale. On s'endort en regardant un écran, on se réveille en regardant un écran, et entre les deux, c'est le néant. On traite le sommeil comme un arrêt technique, un rechargement de batterie, un temps mort nécessaire avant de reprendre le vrai programme. On a même inventé des applications pour dormir moins, pour dormir mieux, pour dormir optimisé, comme si le sommeil était un problème d'efficacité à résoudre plutôt qu'un mystère à habiter. On disparaît. Chaque nuit, pendant 6, 7, 8 heures, on cesse d'exister en tant que personne consciente. On accepte ça comme si c'était normal. Comme si dormir, c'était juste éteindre la lumière. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment quand la lumière s'éteint? Il y a un phénomène dont on ne parle presque jamais et qui pourtant concerne presque tout le monde, les rêves récurrents. Tu sais de quoi je parle. Ce rêve qui revient, pas tous les soirs mais régulièrement, depuis des mois, des années parfois, toujours la même ambiance, le même lieu, la même sensation. Peut-être que tu es dans une maison que tu ne connais pas mais qui te semble familière. Peut-être que tu cherches quelque chose sans jamais le trouver. Peut-être que quelqu'un te poursuit. Peut-être que tu tombes. Peut-être que tes dents tombent, que tu es nu en public, que tu rates un train, que tu es dans une école où tu n'as jamais été. La psychologie moderne te dira que ce sont des motifs oniriques communs liés à l'anxiété. Et c'est probablement vrai. En partie. Mais ça ne répond pas à la vraie question. Pourquoi CE rêve là? Pourquoi cette image précise, cette maison précise, cette sensation précise qui revient te visiter comme quelqu'un qui frappe à ta porte encore et encore et encore? Jung dirait que c'est un archétype qui essaie de te parler, un contenu inconscient qui frappe à la porte de ta conscience avec l'insistance de quelqu'un qui a quelque chose de vital à te dire. Caïssé dirait que c'est ton âme qui te répète un message que tu refuses d'entendre, comme un ami patient qui te rappelle la même vérité chaque fois qu'il te voit, en espérant que cette fois, tu vas écouter. Les chamans diraient qu'un esprit t'attend quelque part dans le monde du rêve et que tu n'es pas encore allé à sa rencontre, que tu passes à côté de lui chaque nuit, en courant vers autre chose, et qu'il reste là, fidèle, inlassable. Et moi, je vais te dire quelque chose de plus simple. Ton rêve récurrent est une lettre non ouverte. C'est un message que tu reçois chaque nuit, que tu regardes, que tu reconnais, et que tu ranges dans un tiroir sans l'ouvrir. Et il revient. Parce qu'il ne peut pas ne pas revenir. Parce que le message est important. Et parce que, quelque part en toi, tu le sais. Alors qu'est-ce que tu fais avec ça? Je ne vais pas te donner un rituel en 5 étapes, ce n'est pas mon genre et ce n'est pas le propos. Mais je vais te dire ce qui a fonctionné pour moi et pour des gens
bien plus sage que moi. La première chose, c'est d'écrire. Pas demain. Ce soir, pose un carnet à côté de ton lit. Et demain matin, avant de toucher ton téléphone, avant même de te lever, prends ce carnet et écris ce dont tu te souviens. Même si c'est un mot, même si c'est une couleur, même si c'est juste « il faisait sombre et j'avais peur ». Écris-le. Parce que l'acte d'écrire dit quelque chose à cette partie de toi qui rêve. Ça dit « je t'écoute, je suis là, continue ». Fais-le pendant une semaine. Juste une semaine. 7 matins. Et regarde ce qui se passe. Et ce qui se passe ensuite, je ne peux pas te l'expliquer, mais je peux te le promettre, c'est que les rêves deviennent plus clairs, plus longs, plus détaillés. Comme si tu avais ouvert une porte qui était fermée depuis des années et que quelque chose de l'autre côté attendait que tu la pousses. Casey recommandait exactement cela. Il disait que le simple fait de tenir un journal de rêve, avec constance, sans jugement, sans essayer d'interpréter immédiatement, crée un canal entre ta conscience diurne et cette intelligence nocturne qui sait des choses que tu ne sais pas. Et plus tu alimentes ce canal, plus il s'élargit, plus les messages deviennent précis, plus les réponses arrivent. Jung, de son côté, pratiquait ce qu'il appelait l'amplification. Tu prends une image de rêve, une seule, celle qui te frappe le plus, et tu la laisses grandir. Tu ne l'interprètes pas. Tu ne cherches pas dans un dictionnaire des symboles ce que l'eau ou le serpent veulent dire. Tu restes avec l'image. Tu la dessines peut-être. Tu la laisses te parler. Tu lui poses des questions intérieurement, et tu attends. Et parfois, pas toujours, mais parfois, l'image te répond. Je sais ce que tu penses. Il me répond que les images me parlent. Et oui, c'est exactement ce que je dis. Parce que l'inconscient ne communique pas en phrases. Il communique en images, en émotions, en sensations corporelles, en symboles. C'est sa langue. Et si tu ne parles pas cette langue, si tu continues à exiger que tout soit rationnel, linéaire, explicable, alors tu es comme quelqu'un qui reçoit des lettres dans un alphabet qu'il refuse d'apprendre et qui se plaint de ne rien recevoir. Il y a autre chose que je veux aborder avec toi, quelque chose de plus délicat. Les rêves de mort. Tu sais de quoi je parle? Peut-être que ça t'est arrivé. Tu rêves de quelqu'un qui est parti, quelqu'un que tu as aimé et qui n'est plus là. Et dans le rêve, cette personne est vivante. Elle te parle. Elle te regarde avec des yeux que tu reconnais, des yeux qui sont vraiment les siens, pas une version floue ou déformée. Et ce rêve-là est différent. Tu le sens. Il n'a pas la même texture que les autres. Il est plus net, plus calme, plus réel que la réalité elle-même. Et quand tu te réveilles, tu ne te dis pas « j'ai rêvé de mamie » ou « j'ai rêvé de mon ami ». Tu te dis « elle était là, il était là, je l'ai vu ». La science te dira que c'est le processus de deuil, que ton cerveau traite la perte en recréant l'image du disparu. Et peut-être que c'est vrai, mais ça n'explique pas la qualité de ces rêves. Ça n'explique pas pourquoi ils sont si radicalement différents des rêves ordinaires. Ça n'explique pas pourquoi la personne te dit parfois des choses que tu ne savais pas, ou te montre des choses que tu vérifies ensuite, ou te transmet une paix que tu ne trouves nulle part ailleurs. Aristote disait que le sommeil est le frère jumeau de la mort, une petite mort quotidienne, un voyage dont on revient chaque matin. Et dans la Grèce antique, le temple d'Asclépios à Épidore accueillait des malades qui venaient dormir dans l'enceinte sacrée parce qu'on croyait que le dieu de la médecine visitait les dormeurs pour leur révéler le remède à leur maladie. On appelait ça l'incubation, le sommeil comme acte sacré, comme prière horizontale, comme consultation avec le divin. Ces pratiques ont duré pendant des siècles. Des gens traversèrent la Grèce entière pour venir dormir dans un temple. Non pas pour prier éveillés, pour être visités dans leur sommeil. Casey disait sans ambiguïté que ses rêves sont des visites.
Pas des souvenirs, pas des projections, des visites. Il affirmait que les morts peuvent communiquer avec les vivants à travers le rêve, parce que le rêve est l'état où la barrière entre les dimensions est la plus fine. Et des millions de personnes à travers le monde, des gens ordinaires, pas des mystiques, pas des illuminés, te diront exactement la même chose. Ce n'était pas un rêve normal. Je sais que c'était réel. Je ne te demande pas de croire, je te demande de ne pas fermer la porte, parce que fermer la porte, c'est aussi fermer la porte à quelque chose de beau. Et on a tous besoin de beau dans ce monde. Il y a une dernière chose que je veux explorer avec toi, et c'est peut-être la plus importante. Les rêves prémonitoires. Pas ceux des films, pas ceux des charlatans qui prétendent prédire l'avenir. Je parle de quelque chose de très concret que des millions de gens ont vécu. Rêver d'un événement avant qu'il ne se produise. Rêver d'un accident, d'une rencontre, d'un lieu, d'une conversation, et le vivre ensuite, éveillé, avec une sensation de déjà-vu si intense que le sol se dérobe sous tes pieds. Abraham Lincoln a rêvé de son propre assassinat quelques jours avant qu'il ne se produise. Il en a parlé à sa femme Mary et à son ami Ward Hill Lamon, qui l'a documenté. Dans le rêve, Lincoln marchait dans la Maison-Blanche et entendait des pleurs. Il suivait le son jusqu'à l'East Room, où il trouvait un cercueil gardé par des soldats. Il demandait « Qui est mort ?» et un soldat lui répondait « Le président. Il a été assassiné. » Mark Twain a rêvé de la mort de son frère Henry dans l'explosion d'un bateau à vapeur, avec des détails précis, jusqu'à la disposition des fleurs sur le cercueil. Quelques semaines avant que l'accident ne se produise réellement. Il en a parlé à sa sœur avant l'événement. Ce n'est pas une légende. C'est documenté dans son autobiographie et dans les lettres familiales de l'époque. Tu peux appeler ça une coïncidence. Mais une coïncidence, c'est un mot que nous utilisons quand nous n'avons pas le courage d'accepter que certaines choses dépassent notre compréhension. Jung avait un nom pour ça. Il appelait ça la synchronicité. Des coïncidences significatives qui n'ont pas de lien causal, mais qui ont un lien de sens. Et il croyait que ces synchronicités étaient particulièrement actives dans l'état de rêve, parce que c'est dans cet état que la conscience individuelle touche quelque chose de plus vaste, quelque chose qui ne connaît pas le temps linéaire tel que nous le vivons éveillé. Et si le temps dans le rêve n'était pas linéaire? Et si, dans l'espace du rêve, passé, présent et avenir coexistaient, comme les aborigènes le disent depuis 65 000 ans? Et si tes rêves les plus étranges, les plus incompréhensibles, n'étaient pas du bruit aléatoire, mais des fragments d'un temps non linéaire que ton esprit rationnel ne sait pas assembler? Je ne prétends pas avoir les réponses. Personne ne les a. Et quiconque te dit qu'il les a te ment, ou se ment à lui-même. Mais l'absence de réponse n'est pas une absence de réalité. Le fait que tu ne puisses pas expliquer un phénomène ne signifie pas que ce phénomène n'existe pas. Ça signifie que tes outils d'explication sont insuffisants. Et peut-être que le rêve est précisément le genre de phénomène qui ne peut pas être compris par la pensée rationnelle seule, parce qu'il se situe dans un espace où la rationalité n'a pas cours. Un espace qui demande une autre forme de connaissance. Une connaissance par l'expérience, par l'immersion, par l'attention patiente et silencieuse. Mais je sais ceci. Quelque chose se passe la nuit. Quelque chose de réel, de profond, de systématiquement ignoré par notre culture. Nous passons un tiers de notre vie dans un état que nous ne comprenons pas, et au lieu d'explorer cet état, nous le balayons d'un revers de main. C'était juste un rêve. Juste un rêve. Comme si le rêve était moins que la veille, comme si le noir était moins que la lumière, comme si ce qui se passe les yeux fermés comptait moins que ce qui se passe les yeux ouverts. Mais toi, tu sais que ce n'est pas vrai. Tu le sais parce que tu as eu ce rêve, celui qui t'a changé, celui dont tu te souviens encore après des années, celui qui t'a montré quelque chose sur toi-même que tu n'aurais jamais vu autrement.
Peut-être que tu n'en as jamais parlé à personne. Peut-être que tu ne savais pas comment l'expliquer. Peut-être que tu avais peur qu'on te prenne pour quelqu'un de bizarre. Mais ce rêve-là était réel, plus réel que beaucoup de tes journées. Et quelque part en toi, dans un endroit que les mots n'atteignent pas, tu le sais. Il y a une expérience que fait chaque être humain, au moins une fois dans sa vie, et qui devrait nous arrêter net. C'est le moment où, dans un rêve, tu prends conscience que tu rêves. Pas le rêve lucide contrôlé des moines tibétains. Juste ce flash, cette seconde où, à l'intérieur du rêve, quelque chose en toi dit « Attends, ceci n'est pas réel ». Et dans cette seconde, cette fraction de seconde avant que le rêve ne s'effondre ou ne continue, tu vis quelque chose d'extraordinaire. Tu es simultanément dans deux mondes. Tu vois le rêve. E.T., tu vois que c'est un rêve. Tu es à la fois l'acteur et le spectateur. Et la question qui se pose, celle que presque personne ne formule, c'est « Qui est celui qui observe ?» Qui est cette conscience qui peut se tenir en retrait du rêve et dire « Je rêve ». Ce n'est pas ton ego. Ton ego est le personnage du rêve. C'est autre chose. Quelque chose de plus vaste, de plus stable, de plus ancien que ta personnalité diurne. Les traditions contemplatives du monde entier ont un nom pour cette conscience témoin. Les hindous l'appellent Sakshi, le témoin éternel. Les bouddhistes parlent de Rigpa, la conscience non fabriquée, toujours présente, jamais née, jamais morte. Les soufis parlent de Kalb, le cœur spirituel qui perçoit au-delà des sens. Et tous disent la même chose, cette conscience ne dort jamais. Même quand tu dors, elle veille. Même quand tu oublies, elle se souvient. Et le rêve est le moment où tu peux, si tu y prêtes attention, sentir sa présence. Et toi, est-ce que tu as déjà senti ça? Ce moment dans le rêve où quelque chose de toi était éveillé, quelque chose qui observait sans intervenir, qui savait sans juger? Si oui, alors tu as touché, ne serait-ce qu'une seconde, ce que toutes ces traditions essaient de te montrer depuis des millénaires. Je vais te laisser avec une image. Imagine que ta vie consciente, tout ce que tu penses, tout ce que tu fais, tout ce que tu crois être, imagine que ta conscience est un iceberg, la partie émergée, ta vie éveillée, tes pensées, tes plans, tes conversations, tes écrans. C'est peut-être 10% de ce que tu es. Et sous la surface, dans le noir, dans le froid, dans le silence, il y a tout le reste, tout ce que tu as été, tout ce que tu seras, tout ce que tu portes, sans le savoir. Et chaque nuit, tu plonges dans cette masse immense. Et chaque matin, tu remontes à la surface en ayant oublié ce que tu as vu en bas. Mais le bas ne t'oublie pas. Il ne t'oublie jamais. Il continue à envoyer des messages, des images, des émotions, des rêves. La seule question, la vraie question, celle qui compte, c'est « Est-ce que tu vas commencer à écouter ?» Ce soir, quand tu poseras ta tête sur l'oreiller, quand la chambre sera sombre et le monde silencieux, souviens-toi de ce qu'on vient de traverser ensemble. Souviens-toi que des millions d'êtres humains avant toi ont considéré ce moment, le moment de la fermeture des yeux, comme un seuil, pas une fin de journée, un seuil, un passage vers quelque chose d'immense qui t'attend de l'autre côté de ta conscience ordinaire. Et au lieu de tomber dans le sommeil comme on tombe dans un trou, essaie, juste cette nuit, de t'y glisser comme on entre dans un temple, avec respect, avec curiosité, avec l'humilité de celui qui sait qu'il ne sait pas ce qu'il attend de l'autre côté. Pose le carnet, éteins l'écran, ferme les yeux, et dis à cette partie de toi qui veille dans le noir, celle qui n'a jamais dormi, celle qui attend depuis toujours, dis-lui simplement « Je suis prêt, montre-moi ». Et regarde ce qui vient.